Comme Vassou vient de le dire, le sujet des The Real Studies américaines est effectivement un sujet très vaste auquel il a déjà il était fait allusion plusieurs fois dans ce débat. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour souligner qu'on a aussi abordé la question du développement des The Real Studies et du sens des The Real Studies dans un certain nombre de journées d'études préparatoires à ce colloque. Il y a eu 5 journées d'études dont le compte-rendu se trouve sur le blog Air Culturel. Donc vous pouvez retrouver ces comptes rendus. Et en ce qui me concerne, j'ai d'ailleurs fait 2 ou 3 interventions sur ce sujet dont les textes et les documents sont disponibles, ainsi que la bibliographie. Ce qui va me permettre de ne pas trop m'étendre sur certains aspects de la question qui est effectivement très, très, très vaste. J'ai en particulier fait une communication sur une thématique assez proche à Hambourg, donc peu d'entre nous étaient là, qui s'appelait Real Studies, Global Studies, American Trends, qui est sur une thématique très proche de celle d'aujourd'hui. Ce que je voudrais souligner, c'est que la question de l'ère culturelle objet, puisque l'ère culturelle est un objet d'analyse, pose toujours, si on y prête attention, la question de l'ère culturelle du sujet. C'est un domaine dans la recherche en sciences humaines et sociales où, à mon avis, l'identité du chercheur et la place du chercheur et sa légitimité à parler et à s'exprimer est particulièrement importante. Donc c'est une activité, c'est une question éthique qui est, à mon sens, sur laquelle il faut particulièrement insister. Un point de vue répandu sur les aires culturelles, comme on l'a vu, est que c'est une façon de penser l'autre non occidental. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là avant-hier, de la diapositive de Caroline Postel-Vinet qui montrait effectivement le monde occidental et puis les aires culturelles qui étaient le reste du monde. Quant à moi, je voudrais avancer que si la remarque peut être valable en matière de real studies au sens des études régionales, en général, on peut dire qu'en ce qui concerne la perspective américaine, la question de l'ère culturelle, au sens effectivement différent que je veux lui donner, face aux aires culturelles autres, l'ère culturelle propre, l'ère culturelle américaine, est posée de façon essentielle dans la vie intellectuelle de la jeune République américaine. Si on remonte à la déclaration d'indépendance de 1776, elle pose en effet comme sujet une nouvelle nation qui, par cet acte d'indépendance, va affirmer, cet acte de déclaration d'indépendance, va affirmer, dire son indépendance à la face des nations. Donc il y a un discours d'identité culturelle. Elle ne peut pas confondre la langue avec la nation, puisque les Américains parlent anglais comme les Britanniques, et c'est peut-être la première fois qu'on pose la question de détacher la langue de l'identité culturelle. Pourtant, les tout nouveaux États-Unis d'Amérique, qui sont une confédération, tout en se constituant en aire culturelle supra-étatique commune à toutes les anciennes colonies qui s'unissent, recueillent un héritage de la langue anglaise, mais aussi la philosophie politique du régime de droit britannique. États-Unis et Royaume-Uni partagent le même héritage culturel, mais les Américains veulent délibérément constituer une autre ère culturelle. Et tout le mouvement intellectuel identitaire qu'on appellera la Renaissance américaine autour des années 1850 va consister à enraciner l'identité américaine dans un corpus d'œuvres littéraires dignes de constituer un canon national différent de l'héritage des classiques anglais. Dans la mouvance herderienne de la constitution des identités nationales, les Américains se constituent en unité politico-culturelle autoréflexive. Si c'est une ère culturelle à la dimension d'une nation, elle ne cesse d'interroger cette identité culturelle, remise en cause par l'expansion territoriale et les immigrations qui font converger aux États-Unis toutes les cultures du globe. Dans le champ universitaire, on trouve le prolongement de ce mouvement d'autodéfinition culturelle
dans, par exemple, la fondation de l'American Studies Association, il y a une soixantaine d'années, qui est vouée à l'étude de l'ère culturelle américaine sous toutes ses facettes. Comme l'énonce le site de l'American Studies Association, les spécialistes d'American Studies s'occupent de tous les aspects de la culture américaine, avec le désir commun de voir l'Amérique comme un tout, plutôt que sous la perspective d'une discipline unique. Ce qu'a lancé notamment la Déclaration d'indépendance et tout le mouvement nationaliste du début du XIXe, c'est un cloisonnage du monde en entités qui ne s'interpénètrent pas. L'histoire de la conquête du continent va confirmer cette vision du monde, puisque les modalités d'occupation du sol par les Amérindiens n'entrent pas dans le collimateur de cette vision de l'espace. Les populations amérindiennes qui occupent avec force l'essentiel du territoire de l'Amérique du Nord le font sur un mode invisible dans cette perspective, un mode discontinu, un mode dispersé. Le monde contemporain, qui plonge ses racines dans les Lumières, tel qu'il s'épanouit dans l'Amérique du Nord, n'est plus un monde enraciné dans l'histoire comme en Europe, mais un monde qui inscrit son développement dans le contrôle territorial, avec des espaces qui sont contigus, des frontières qui limitent, qui protègent. Alors que le monde de l'Ancien Régime était un monde fragmenté, interpénétré, où les territoires n'étaient pas les mêmes suivant les institutions, le Nouveau Monde est un espace diffus, discontinu, incertain et dangereux, où il faut poser ses limites. Concernant le développement des études régionales aux États-Unis, je ne vais pas revenir sur des éléments qui ont déjà été évoqués dans la conférence de Caroline Postel-Vinet, comment, avant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a eu besoin d'études de terrain, au sens d'abord le plus physiquement géographique, pour préparer l'évolution de ses troupes en terrain ennemi. Je n'évoquerai pas comment cette politique s'est développée pendant la guerre froide, doublée d'un effort particulier pour attacher le monde libre aux États-Unis en favorisant le développement de recherche universitaire en études américaines. C'est ce que j'ai développé dans un working paper pour notre 5e journée d'études, qui est donc en ligne. Dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, je préfère tenter de tirer quelques leçons de l'importante activité de recherche régionale à l'œuvre aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle. Premier point que je voudrais développer, la nature du récit des études aréales. Dans son ouvrage collectif consacré à l'origine, à la nature et aux défis des études d'air aux États-Unis, David Santon, c'est un ouvrage qui est en ligne et dont la référence est sur la bibliographie du site, David Santon le souligne, trop souvent, les chercheurs en sciences sociales et humaines américains instaurent des universaux ou imposent à d'autres parties du monde des concepts, des théories, des modèles, des approches analytiques issues d'expériences ouest-européennes ou américaines. Fin de citation. En somme, comme pour le genre masculin par rapport au féminin en français, les réalités socio-politico-économiques des États-Unis sont implicitement conçues comme le référent neutre par rapport auquel toutes les autres aires culturelles sont en écart. Dès le début du XXe siècle, les chercheurs commencent à voir dans l'idée d'une autre civilisation une façon de mettre en perspective la validité du modèle occidental qui a mené, par exemple, à la boucherie de la Première Guerre mondiale. En 1919, avec un financement de Rockefeller, est fondé par exemple l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, même si à l'époque la composante archéologique y est encore très forte. Dans un premier temps, l'étude du Moyen-Orient va tourner autour de l'impact de l'Ouest sur l'Orient. Les grandes régions du monde sont regroupées en fonction de la façon dont on peut les intégrer dans un récit commun, qui est généralement une variante du discours commun de modernisation. Pour résumer la physionomie des aires culturelles aux États-Unis, 2 points. L'étude des aires culturelles autres a avant tout pour objectif de décentrer la vision du monde, d'éviter les projections naïves sur l'autre. Et 2e point, dans un second temps, elles ont la fonction de relégitimer, plus simplement, de valider les approches occidentales en les mettant à l'épreuve d'un environnement socio-culturel extra-européen. Les aires culturelles sont perçues plus ou moins consciemment comme chargées de fournir des exemples
et de fournir des données riches et diversifiées auxquelles appliquer les modèles développés par les véritables disciplines. Le paradigme de l'universalité des comportements humains et des finalités humaines ne pourrait sortir que renforcé des études aréales, puisque les aires culturelles sont en quelque sorte bombardées de questionnements qui continuent de s'originer dans la sphère occidentale du savoir. Le savoir, comme les parties du monde, en même temps, se cloisonnent. Les disciplines se cristallisent autour de leurs objets et de leur méthodologie, phénomène qui ne se cristallise justement vraiment qu'il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire au moment du développement des études aréales. Mais n'y aurait-il pas des degrés d'universalité, certains phénomènes étant effectivement transposables dans chaque groupe humain, on pense aux phénomènes économiques, tandis que d'autres obéiraient à une variabilité plus ou moins grande, mais également digne d'étude. Deuxième grand point que je voudrais souligner, la question du cours des empires. Et je traduis en fait le terme très utilisé qui était très présente à l'esprit des siècles des Lumières. On est dans la continuité aux États-Unis de l'idéologie du cours des empires, antérieure à la vision du monde constituée en grands groupes civilisationnels grossièrement homogènes, qui est la vision brodélienne. Selon cette vision du monde, la catégorie principale de l'histoire de l'humanité est chronologique et non spatiale. Ce qui me paraît rejoindre, probablement par hasard, la vision des relations internationales par les autorités chinoises telle que nous la décrivait Nele Nosselt hier soir. Un progrès des mœurs, des sciences de l'économie, des techniques, structure l'humanité, et à chaque ère, un grand peuple incarne la civilisation, entraînant dans son sillage le reste de l'humanité. Cette civilisation impériale, au cours de ces derniers siècles, s'est incarnée dans l'Europe, puis son annexe américaine, qui s'en est très clairement affirmée comme la maîtresse au XXe siècle. Jusqu'au début du XXe siècle, l'université américaine s'intéresse fort peu au reste du monde, sinon par le biais des études du monde classique, premier locus de cet empire de la civilisation occidentale, et avec quelques études ethnographiques ou préhistoriques isolées sur le reste du monde. Fukuyama et sa fin de l'histoire annonçaient, à la fin du siècle dernier, la convergence finale de l'histoire humaine vers une fin de l'histoire confondue avec une fin des aires culturelles. On connaît aussi le succès de livres comme ceux de Thomas Friedman, La Lexus et l'Olivier en 1999, ou La Terre est plate, une brève histoire du XXIe siècle, 2004. L'histoire est brève, elle est terminée. Dans cette perspective, les idiosyncrasies culturelles ne sont que des épiphénomènes pas vraiment gênants, mais voués à disparaître par rapport à une mécanique humaine démocratique, sociale et économique objectivement universelle et objectivement dérivée d'un modèle anglo-saxon. Il est tout simplement utile pour mener à bien la perspective de globalisation que des spécialistes des aires culturelles puissent les traduire et mettre en place les outils d'interculturalité qui vont permettre de mieux vendre le modèle américain au reste du monde dans un but commercial. Donc la globalisation change-t-elle la donne? La globalisation n'est pas l'homogénéisation, et les États-Unis eux-mêmes sont l'exemple d'un éclatement polymorphe des structures socioculturelles dans lesquelles ils manifestaient autrefois une bien plus grande unité, sans parler de ces États où le discours d'unité nationale, l'unité aux États-Unis, je pense en particulier, comme les élections du midterm nous l'ont montré il y a 2 jours, la grande opposition, le grand fossé qui s'installe entre les mentalités des républicains et des démocrates. Donc là où on avait une certaine unité nationale, notamment, on est témoin à notre époque d'une division et d'un éclatement. Sans parler de ces États où le discours d'unité nationale conduit à la répression, voire au génocide des populations minorisées. Et parallèlement à cet éclatement national, on voit le XXIe siècle manifester des convergences culturelles transnationales riches et complexes, depuis les diasporas ethniques au réseau de jeunes opposants de la mouvance Occupy,
en passant par, évidemment, les réseaux terroristes islamistes. Troisième point, où en sont les études d'air dans les universités américaines, ou peut-être, reformulation peut-être plus légitime, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? J'y ai fait allusion tout à l'heure. On a évidemment les formations à l'interculturalité qui ont démarré très tôt, qui servent tout simplement à enseigner à ceux qui vont avoir à commercer à l'international, à avoir les bons réflexes, savoir quand et comment et si serrer la main, de manière à faciliter la communication, mais communication en un seul sens. Indépendamment de ces outils pratiques, l'université américaine contemporaine s'est considérablement ouverte au monde. De plus en plus d'étudiants provenant de familles récemment arrivées aux États-Unis ou de plus en plus d'étudiants étrangers arrivent sur les campus, de même que les étudiants américains sont de plus en plus incités à passer une partie de leur cursus à l'étranger. Comment se sont donc structurées les études aréales aux États-Unis ? Si de grosses universités prestigieuses ont pu développer de véritables départements d'aires culturelles, on trouve plus souvent, et sans doute d'autant plus que les mutualisations les encouragent, des centres ou instituts d'études aréales ou internationales. On aura premièrement les départements d'études aréales, offrant des cours structurés autour de compétences linguistiques et une approche assez littéraire, mais ce modèle est fragilisé. Le manque de colonne vertébrale méthodologique des études d'air les expose aux critiques des disciplines. Les enseignants-chercheurs spécialisés dans une aire culturelle donnée ont ainsi une double identité disciplinaire, ce qu'on connaît, ce qui a déjà été évoqué à ce colloque, et les pesanteurs disciplinaires, en France, on connaît ça aussi, ont tendance à fragiliser les études d'air. Deuxième modèle, en revanche, les instituts d'études internationales et régionales, réunissant chercheurs et étudiants avancés provenant de différents départements disciplinaires, avec un large éventail d'activités allant de l'expertise à l'animation culturelle publique, ont connu un vif succès, soutenus par le sentiment que l'ignorance impérialiste des cultures de l'autre avait joué de mauvais tours à la nation américaine. Donc un peu partout, des instituts, cours ou programmes d'études internationales se sont développés, par-dessus les départements et cursus disciplinaires, au point que David Stanton croyait pouvoir soutenir il y a 10 ans que nulle part ailleurs qu'aux États-Unis, on ne pouvait trouver une telle richesse de recherche et de formation en aires culturelles qu'aux États-Unis. Et sûrement pas en France ou en Grande-Bretagne, où l'intérêt pour les aires culturelles n'était que le prolongement d'un intérêt pour l'ancien empire. Historiquement, on sait que les études d'air se sont vraiment développées à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, initiative individuelle d'ailleurs assez disparate. Tel spécialiste de la civilisation sumérienne, parce que ses activités de terrain l'avaient initié à l'arabe et à la fréquentation des autorités du Moyen-Orient, devenait consultant auprès de l'état-major ou du secrétariat d'État. Or, l'Europe, le reste du monde, était remarquablement peu familier aux Américains avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'un effort concentré des fondations Ford, Rockefeller et Carnegie fasse prendre conscience de l'intérêt pour les États-Unis de connaître l'ennemi et de pouvoir agir en connaissance de cause n'importe où sur le globe. L'essor économique des États-Unis demandait qu'il puisse structurer le monde de manière à ce que son modèle de croissance soit adopté par tous. Les fondations, le gouvernement américain, surtout avec le développement de la guerre froide, les grandes universités de recherche américaines prirent l'initiative d'encourager les études d'air en mettant en place des bourses, les bourses Fulbright, en 1950 le Foreign Area Fellowship Program de la Fondation Ford. On sait que la CIA a tenté avec un bonheur inégal de subventionner et de diriger les recherches sur les aires culturelles qui lui tenaient particulièrement à cœur, les chercheurs en sciences humaines et sociales ayant tendance à se changer en critiques virulents de la main qui les nourrissait. Les chercheurs en études latino-américaines, souvent exilés victimes des dictatures soutenues par la CIA ou proches de leurs collègues dans les universités latino-américaines, étaient enclins en particulier à la critique des positions américaines sur l'Amérique latine ou des politiques d'aide au développement. En fait, le développement des études d'air, bien que largement soutenu par des intérêts stratégiques ou économiques dans ses débuts,
a vite pris son indépendance en développant de nouveaux concepts, de nouveaux modèles, bien entendu parfois issus des chercheurs originaires des aires culturelles qui ont eux-mêmes su altérer les perspectives disciplinaires, au point de déstabiliser la division du savoir entre les disciplines telles que le XIXe siècle l'avait instauré. Mon dernier point, au-delà des disciplines et des études régionales, quelle perspective ? Si la recherche sur les aires culturelles s'exerce dans l'université dans un cadre interdépartemental, elle légitime l'innovation scientifique ou pédagogique et peut fournir un modèle pour d'autres approches thématiques interdisciplinaires. Études sur les femmes, le genre, le trauma, transfer studies, border studies, subaltern studies, qui vont s'intéresser à théoriser les circulations culturelles en général. L'histoire culturelle se complexifie, les études d'aires qui légitimaient à l'origine des études disciplinaires en leur donnant une caution d'universalité deviennent moins intéressantes que l'étude des marges transgressives de l'américanité qui constituerait finalement l'identité américaine. Le tournant global des sciences sociales conduit finalement à considérer que l'hybridité peut tenir lieu d'identité constitutive de l'expérience américaine, entre guillemets. Au niveau de la recherche, les centres de recherche sur les aires culturelles gagnent donc davantage de visibilité en étant intégrés à des instituts de Global Studies, ce qui assimile les aires culturelles autres à l'ouverture internationale. Des programmes d'aires culturelles rapprochent les étudiants et personnels issus des minorités des pays dont ces minorités sont issues, c'est-à-dire tous les pays du monde. Études latino-latina, études hispaniques, Africana Studies, qui jette un pont entre les études afro-américaines et l'héritage africain, études chinoises bien sûr. Ces études de niche donnent légitimité et carrière aux chercheurs issus des minorités, sans remettre en cause le territoire des disciplines. Ce qui jette un nouvel éclairage sur la finalité des études d'aires culturelles. Si en clarifiant le paysage imaginaire d'une communauté nationale, ces études facilitent l'intégration des minorités, voire un climat plus apaisé entre nations, les études d'aires culturelles, que celles-ci existent ou pas, que les aires culturelles existent ou pas, n'ont-elles pas rempli un rôle social important? En somme, il ne s'agirait pas tant de réfléchir à la réalité des aires culturelles qu'à leur effet. Je reviens sur le rôle particulier joué par les American Studies, cas particulier d'un secteur de recherche et formation où une aire culturelle se prend elle-même comme objet d'étude, pour souligner que la force et l'identité des American Studies vient de sa diversité assumée, sa transgression des frontières, l'universalité de sa disparité. Creuset des aires culturelles du monde du fait de l'attractivité universelle de son modèle, les États-Unis s'offrent le luxe d'être une aire culturelle paradoxale, sans identité définissable, ouverte à toutes les cultures. Les aires ethnoculturelles ne sont alors qu'un exemple des aires culturelles participant à cette universalité, aux côtés, par exemple, des autres segmentations communautaires de la société. L'opposition aire culturelle-discipline n'est certainement pas aussi radicale qu'on peut l'imaginer, parce qu'au fond, discipline comme étude aréale ont pareillement à défendre un territoire intellectuel. S'il est réducteur de considérer la région comme une unité d'analyse pour les aires culturelles, considérer l'État-nation comme dimension légitime serait revenir à un schéma herdérien remontant au XIXe siècle et qui renverrait à un essentialisme culturel clairement dépassé par les interactions culturelles infiniment riches qui traversent l'homme contemporain. Peut-être les développements théoriques les plus innovants à dégager de l'histoire récente en sciences sociales est-elle celle qui cherche à thématiser les flux, la nature des flux qui traversent les aires culturelles, sans les dissoudre, parfois même en les cristallisant, bref, comme dirait Edgar Morin, à penser la complexité. Au-delà des disciplines pas si éternelles que ça, peut-être, des études régionales à différentes échelles que je continuerai d'appeler culturelles au sens large, un nouveau faisceau de thèmes de recherche serait celui de ces mécanismes de transfert entre aires, mais aussi entre domaines disciplinaires. Les moyens de penser les aires culturelles non plus comme aires d'intégration, mais aires de complexification. Je vous remercie.